Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur We Do Biz et Demain TV. Aujourd'hui, l'émission Businesswoman est consacrée à la levée de fonds. Car si dans la vie, l'argent ne fait pas le bonheur, en entreprise, c'est tout l'inverse. C'est même le nerf de la guerre, son oxygène, bref, ce qui la fait vivre et tenir debout. Que vous soyez en phase de création ou en pleine croissance, sans investissement, presque impossible d'aller très haut. Alors, pour concurrencer la banque, souvent frileuse, ou aux critères drastiques. Les investisseurs se présentent alors comme des sauveurs des startups, d'où le nom Business Angel. Alors l'objectif étant pour eux évidemment de réaliser des plus-values sur vos bénéfices. Alors à quel moment lever des fonds? Quels critères faut-il remplir et vers qui se tourner? Pour nous en parler, deux femmes sur notre plateau. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors d'abord, Morgane Rolando de Femme Business Angel, merci d'avoir fait le déplacement. Et également Maïtis Chala, cofondatrice de lilylist.com. Vous avez levé 280 000 € et vous allez nous en parler. Tout à fait, c'est une levée de fonds qu'on a fait en avril 2011 auprès de trois réseaux de Business Angel. Donc Paris Business Angel, Femme Business Angel, donc Morgane est l'une de nos investisseuses. Et Investissor, ainsi que deux business angels indépendants qui ont rejoint notre capital à ce moment-là. Alors, un tel montant, 280 000 €, vous existez depuis combien de temps? Ça va faire 4 ans maintenant qu'on existe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots justement l'activité de Lilylist? Lilylist, c'est un service de liste de mariage et de voyage, ainsi que de blocs de mariage. En fait, les futurs mariés ont la possibilité sur notre site de créer leur liste d'envie de cadeaux et de voyages pour leur union. Leurs invités se rendent sur le site pour y participer et nos mariés ont ensuite la possibilité de dépenser la cagnotte qui a été ainsi accumulée sur les sites de nos différentes enseignes et voyagistes partenaires. Alors Morgane Rolando de Femme Business Angel, j'imagine que des profils comme Maïtis, vous en avez énormément dans le réseau. On en a énormément dans le réseau. On reçoit chez Femme Business Angel 350 dossiers par an. Ah oui, quand même. Pour faire entre 10 et 12 investissements, donc, dont Lilylist a fait partie des Happy Few, si on veut, puisque les Business Angels sont des investisseurs externes, ce sont ni vos parents ni vos amis qui vont avoir un intérêt à venir dans une entreprise à condition qu'elle leur rapporte de l'argent. Donc l'objectif n'est pas de gagner de l'argent tant que la petite société est en croissance, mais bien à la fin, on a un retour sur une plus-value, à un moment où elle se vend, où elle sera assez importante pour être vendue à un fonds, à un industriel, voire rachetée par le management actuel. C'est bien l'avantage de la levée de fonds, c'est qu'il n'y a pas de remboursement à proprement dit, au même titre qu'un prêt bancaire. On ne vous met pas la pression quand vous démarrez votre activité, on se rémunère sur une plus-value, et donc quand il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de remboursement, tout le monde est perdant. On joue le jeu ou pas. Voilà, bon, on y va pour être tout le monde gagnant quand même. L'objectif, c'est le but, on le rappelle évidemment, on a bien compris. Mais effectivement, nous devenons actionnaires de la société, donc avec les mêmes droits, voire devoirs que les entrepreneurs au départ. D'où l'idée de bien sélectionner les entreprises, parce qu'effectivement, si l'entreprise va au mur, notre investissement fait de même. Alors justement, comment vous sélectionnez les dossiers des femmes entrepreneurs qui tapent à votre porte? Quels sont les critères justement pour qu'elles puissent bénéficier? Le premier critère, Femmes Business Angel sont des femmes investisseuses. Donc on n'a pas besoin que les entrepreneurs soient uniquement des femmes. On investit sur des sociétés menées par des hommes et par des femmes. Nous avons un ratio entre 35 et 40% de dossiers portés par des femmes, ce qui est très important, puisque la moyenne des dossiers ambitieux portés par des femmes est 10% en France. Donc on est quand même x3. Et les critères, ça va être un secteur porteur, une innovation. Qu'est-ce que l'entreprise amène comme valeur ajoutée sur un marché, soit un marché existant, soit un marché en création.
L'innovation est très importante puisque les business plus traditionnels vont trouver des financements sur le marché auprès des banques que vous citiez tout à l'heure. Alors qu'il est beaucoup plus difficile pour une entreprise qui amène un marché complètement nouveau comme les listes, qui est un pur player du web sur la liste de mariage et qui innovait sur ce sens. Et on investit énormément sur le chef d'entreprise lui-même, puisque le moteur, au moment où l'entreprise n'a pas encore fait toutes ses preuves, bien qu'elle ait déjà... il faut qu'elle nous montre quelques signes du marché, comme quoi il y a une réponse. Donc qu'elle ait des fans sur Facebook, qu'elle ait des futurs clients, qu'elle ait dans leur cas des partenaires qui l'entourent, qui vont agrémenter toutes les listes de mariage. Donc on est sensible à tous ces éléments qui sont porteurs de valeur et de potentiel de marché dans le futur. Est-ce qu'il y a des disparités entre les dossiers proposés par des hommes et des dossiers déposés par les femmes? Je vous pose la question parce que l'émission est dédiée à l'entrepreneuriat féminin. Bien sûr. Nous souhaitons avoir des projets qui soient ambitieux tout en étant réalistes. Ils sont tous ambitieux, mais on voit que l'aspect réaliste se retrouve en général chez les femmes et qu'on doit tempérer les ardeurs chez les hommes un petit peu plus. Pourquoi? Plus ambitieux, peut-être plus porté par l'effervescence ou l'enthousiasme peut-être de la création? Peut-être. Ou ils sont habitués à voir plus grand, alors que les femmes vont voir plus petit et... Ce qui n'est peut-être pas toujours aussi un avantage de voir toujours plus petit aussi pour les femmes. C'est ce qu'on leur a souvent reproché. Oui, je reviens. Elles ne voient pas forcément plus petit. J'ai dit plus réaliste. Les hommes vont voir grand pour atteindre 60 à 70% de leurs objectifs, alors que les femmes vont nous montrer quasiment 95 à 100% de leurs objectifs. Donc les projets peuvent sembler moins ambitieux sur le papier au départ, mais avec du recul, comme Lily List, ça fait quand même 3 ans qu'on est chez elle, on peut voir que les objectifs se réajustent en fonction de ce qu'on avait vu au départ. Alors, Maïtis, à quel moment précisément après la création, vous avez envisagé cette idée de levée de fonds et comment vous avez pu concrétiser ça? Alors, l'idée de la levée de fonds, c'est quelque chose dont on entendait parler, évidemment. Étant dans le microcosme de l'entrepreneuriat, c'est forcément, en tout cas, des termes qu'on avait entendus. Ceci étant dit, c'est devenu plus tangible au moment où on s'est rendu compte que pour exister sur le web, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça coûte cher. Donc on avait besoin de moyens pour communiquer, puisque cette levée de fonds a été quasiment intégralement consacrée à du marketing et de la communication. On avait besoin de fonds pour communiquer et du coup, on a commencé à se renseigner un peu plus sur le sujet. Et à contacter des associations de business angels et à commencer les processus de sélection de ces différentes associations de business angels. Alors justement, quand on doit préparer un dossier à présenter devant les business angels, ça demande du temps, de la rigueur. Le temps, c'est précisément ce que n'a pas un jeune entrepreneur. Comment vous avez justement expérimenté ça à cette époque ? Alors effectivement, ça demande un peu de temps en amont parce qu'il faut arriver à boucler un dossier qui soit sérieux, qui soit crédible. Comme le disait Morgane, effectivement, je pense que quand on est un projet porté par des femmes, on est plus réaliste et tout en étant ambitieuse, mais en tout cas plus réaliste. Et du coup, finalement, ce temps qui est consacré en amont de la préparation du dossier, on le gagne en aval au moment de ce qu'on appelle la due diligence par les associations de business angels parce que finalement nos chiffres sont, les chiffres qu'on présente, les potentiels qu'on présente sont crédibles. Donc c'est du temps qu'on gagne derrière. Et puis même si ça prend du temps, les personnes qu'on peut rencontrer au sein des associations de business angels sont conscientes et sont concernées par le fait de justement pas perdre du temps sur des due diligence au détriment de l'opérationnel. Donc toute cette période où ils vont creuser le dossier pour savoir s'ils investissent ou pas est une période avec des temps forts qui sont optimisés pour justement aller droit au but, droit à l'essentiel, pour que les business angels puissent se faire leur idée sans pour autant que nous, ça soit hyper consommateur en temps. Vous avez eu droit à ce face-à-face avec des business angels, ces fameux 5 minutes, 10 minutes pour convaincre. J'imagine que les retours sont peut-être aussi intéressants. Oui, tout à fait. Ils apportent beaucoup.
Ça a été hyper formateur de faire ces exercices-là, donc ce qu'on appelle les pitchs, parce qu'en fait, on se rend compte que soit on n'en dit pas du tout assez en 5 minutes, soit on veut vraiment en dire beaucoup trop et du coup, personne ne comprend rien. Donc, dans les deux cas, il y a des réajustements à faire. Et c'est hyper intéressant parce que justement, ça nous permet de structurer notre discours. Après tout, c'est des potentiels clients aussi, donc ça nous permet également de restructurer le discours sur notre site et vis-à-vis de nos prospects. Donc c'est des retours qui sont super précieux. Ouais. Est-ce qu'il est important de cibler son investisseur pour gagner du temps peut-être, et comment? Bien sûr, puisque si vous tombez en dehors du créneau d'investissement, vous allez perdre du temps en préparation, en temps de négociation, et l'investisseur aussi. Donc il se rappellera de vous quand vous viendrez le voir au moment où vous serez prêt. Un fonds d'investissement, généralement, va venir après l'amorçage. Donc, une fois que l'entreprise aura fait la preuve, aura du chiffre d'affaires et une clientèle qui vient. Donc, aller les voir en phase d'amorçage sera contre-productif et pour vous et pour eux. Le business angel vient quand le proof of concept est fait. Donc, quand on a un retour du marché sur le potentiel du produit, si vous venez avant, alors que vous en êtes qu'au stade de l'idée, on va avoir du mal à accrocher et à saisir comment, de votre idée, vous allez en faire un business qui gagne. Donc, avant, vous avez des subventions, vous avez du love money, vos amis, votre famille, vos anciens collègues vous connaissent et sont là, peuvent aussi vous venir en aide. Donc, allez d'abord faire ces sources et une fois que vous aurez le proof of concept, venir. Après, vous avez des investisseurs qui sont par secteur. Oui. Donc là, vous avez... Ça va plus vite. Ben, complètement, mais vous faites un petit travail de recherche sur Internet où vous voyez quel type d'investissement ils ont déjà fait, quel type d'investissement ils sont sensibles. Vous avez des business angels qui sont géographiques ou des anciens d'école. Ça, c'est une fibre sur laquelle on peut jouer énormément puisqu'ils auront tendance à favoriser les anciens de leur propre école. Vous avez cité fonds d'amorçage. Quelle différence pour nos téléspectateurs entre business angel, capital risque et fonds d'amorçage? Pour que ce soit bien clair. Les business angels sont des personnes physiques qui investissent leurs propres économies. Donc chez Lily List, c'est moi, Morgane Rolando, qui suis actionnaire via le groupe Femmes Business Angel. Un fonds qui soit capital risque ou fonds d'amorçage, c'est de l'investissement pour compte de tiers. Donc ce sont d'autres personnes qui ont confié à un manager de fonds le fait d'investir. Donc quand je regarde, je fais une due diligence sur Lily List, je n'investis que mon propre argent, donc je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même. Oui. Donc mon expérience, mon activité peuvent me dire oui, banco, j'y vais, alors que le fonds a des comptes à rendre à ses propres actionnaires. Et il a généralement une feuille de route à suivre, que ce soit dans le type de société ou les montants. Les fonds d'amorçage interviennent en dessous d'1 million d'euros, alors que les capital risqueurs vont arriver sur des montants qui sont au-delà de 800, 1 million. Beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Donc, quand la société a vraiment montré son ancrage sur le marché. Alors, il y a une crainte aussi qui est celle que connaissent beaucoup d'entrepreneurs quand on veut lever des fonds, c'est de perdre le contrôle de sa société. Parce que c'est des départs, c'est aussi avoir des investisseurs qui ont leur mot à dire. Jusqu'où ils ont leur mot à dire? Est-ce qu'ils sont décisionnaires? Jusqu'à quel niveau? Alors, en tant que business angel ou fonds d'amorçage, on reste minoritaire. L'objectif est que l'entrepreneur soit toujours motivé à faire avancer sa société, à ce qu'il ait une part importante du gâteau, si on veut. Donc, on peut investir moins au départ s'il n'y a pas une grande valorisation pour le faire en plusieurs étapes et lui permettre d'avancer et de faire augmenter la valeur de sa société. Oui, on va devoir rendre des comptes, mais l'ambition se construit à plusieurs. Parce que l'investisseur va certes amener une part de capital, mais il va aussi amener son expérience, il va amener son regard stratégique, un regard externe. C'est même conseiller. Ses contacts. Mais jusqu'où va le conseil? C'est-à-dire, entre conseil et obligation, c'est là où il faut qu'on soit bien clair, juridiquement parlant. Est-ce qu'un investisseur peut imposer une idée à son poulain sur des décisions internes à la société? Bon, au niveau de l'amorçage, c'est difficile d'imposer parce que la société n'a pas encore fait complètement ses preuves. Donc, s'il y a des accords, ça peut être très risqué. On peut imposer quand on va être en phase de quasi-faillite ou de cessation de paiement. Mais là, les rôles sont inversés et on va dire à l'entrepreneur, attention, il y a gros danger, je prends les rênes à ta place pour telle ou telle raison. Le business angel peut vraiment interagir au sein de la société. Est-ce qu'il en a le pouvoir? À partir d'un certain pourcentage, peut-être. À partir d'un tiers, à partir de 33%, vous avez une minorité de blocage. Voilà.
D'accord, c'est important que les femmes qui nous regardent comprennent bien effectivement jusqu'où elles peuvent aller, ce qu'elles, entre guillemets, risquent. C'est surtout un avantage d'avoir un business angel, on est bien d'accord là-dessus, mais effectivement que... Et en même temps, les intérêts sont alignés, puisque tout le monde a intérêt à ce que la société gagne en valorisation. Donc s'écouter, prendre le temps de s'écouter, de voir les aspects de l'un et de l'autre sont très importants. Qu'on comprenne où veuille aller l'entrepreneur et que l'entrepreneur accepte d'écouter quelqu'un qui ne soit pas le nez dans le guidon. Parce que quand on est dans son entreprise, c'est du quasi 24 heures sur 24, on dort avec, on pense avec. Et donc ça peut altérer le jugement parfois. Donc c'est pour ça qu'il est bien d'avoir ces séances de conseil où on prend un petit peu de recul. Maintenant, pour arriver à des extrêmes, comme le business angel prend le contrôle, ça peut être une minorité de blocage et ça peut être dans le pacte d'actionnaires aussi. Donc le pacte d'actionnaires ressemble à un contrat de mariage, c'est un contrat sous seing privé qui n'est pas rendu public, mais qui se trouve entre les différents actionnaires. Donc si le business plan n'est pas respecté, si l'entrepreneur prend des décisions alors qu'il aurait dû en référer à ses actionnaires, il peut mettre la société en danger. Dans ce cas-là, l'actionnaire a effectivement une voie de recours. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions et d'être venues sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis, c'est passé très vite. Vous pouvez retrouver cette émission sur WeDoBiz, sur ellesentreprenent.fr, sur le site de la PCE. À très vite sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la